Ça me faire déplacer des gens pour parler d'un livre, c'est pas forcément évident. Donc, un grand merci à vous de venir. Une petite présentation rapide. On est de la librairie Colombo, qui est notre cadre de galanterie. Si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre, c'est gratuit. On est une librairie associative et autogérée. Donc on est pile poil dans le domaine qui nous concerne ce soir. Parce qu'il peut être question de globalement de convivialité, d'amnésie humaine, de choses comme ça. Et on reçoit donc Georges Laetière qui vient nous parler du livre Espoir à Gand, qui est sorti il y a quelques mois. Il y a pas longtemps, mais peut-être. Il y a comment, peut-être 6 mois peut-être. Hein? Donc voilà, ça c'était pour poser le cadre du débat. Maintenant, je propose que Georges nous parle d'abord de son livre, et après on fait un petit débat avec lui pour intervenir, échanger, se poser des questions, tout ça. Ben, d'abord, je dirais qu'il ne faudrait pas... Ah, mais je ne me vois pas là au fond, hein, je suis engoncé dans mon fauteuil, et finalement... Peut-être mon échelle alors. Mais sinon, Au moins, c'est au même niveau. Tu veux ça là? Faut prendre une chaise. une chaise. En surplomb avec ça. Non, mais je me mettrai dans le fauteuil Après, un peu plus tard, moins au début, je suis pas au même niveau. Bon, je disais qu'il ne faudrait pas dire livre, mais bouquin. Parce que si on dit livre, ça peut être à confusion. Parce que, en fin de compte, il contient 3 livres, ce bouquin. Donc, vous avez 3 livres pour le prix d'un. Mais bon, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser impressionner par l'épaisseur, en fait. Bon, ces 3 livres, ils sont, même s'ils se font ricocher, ils se renvoient la balle les uns des autres, mais ils peuvent se lire vraiment séparément. Ils sont vraiment distincts les uns des autres. Donc c'est véritablement 3 livres. Ce qui les unifie, on pourrait dire, c'est le point de vue dans lequel je me place. C'est peut-être ça un peu qui pourrait un peu les unir. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir un point de vue un peu décalé par rapport un peu aux préjugés, aux idées toutes faites, à toutes ces choses-là. Et pourquoi ce point de vue décalé? C'est d'abord parce que ça vient de l'expérience que j'ai pu avoir en côtoyant les peuples indiens du Mexique. C'est quand même le point de départ. Donc le point de départ, c'est le 3e livre. Voilà, c'est un peu pour compliquer les choses. Mais, voilà, parce que quand je suis allé au Mexique pour la première fois, en 1995, pour essayer pour rencontrer les zapatistes, parce que bon, un peu comme tout le monde, j'avais été quand même surpris par ce mouvement, par l'ampleur d'un mouvement social au Mexique. Donc je me suis dit, bien, je vais aller les rencontrer, voir un peu de quoi ils retournent. Donc j'y suis allé en 1995, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'existence des peuples indiens. J'avais bien lu des livres un peu sur le Mexique, un peu comme tout le monde, sur la Révolution, bien sûr, la Révolution mexicaine, Zapata, tout ça. J'avais lu aussi un peu sur l'histoire, sur l'indépendance. Et ils ne parlent pas des peuples indiens. Ils avaient été ils avaient été effacés, ignorés. On parle des révolutionnaires, on parle des pauvres, on parle des Mexicains, mais on ne parle pas, tant que ça, des peuples en soi. Et pourtant, c'est les Pérupechas qui ont fait quand même, qui ont constitué l'armée de l'indépendance. Et dans l'armée de l'indépendance, ils ne parlaient pas espagnol, ils parlaient la langue Pérupecha. C'est aussi les peons, les peuples indiens du Morelos, qui constituaient l'armée révolutionnaire de Zapata. Donc, et ces peuples indiens, ils étaient toujours là. Ils étaient toujours au Mexique. Et donc ça m'a quand même, ça a quand même
été, je ne dirais pas un choc, mais quand même vraiment une surprise pour moi. Ensuite, il y avait quand même quelque chose, une différence aussi. C'est que ces peuples, ils défendaient quelque chose. C'est un peu la différence aussi avec l'Europe. On peut défendre un peu, à la limite, on défend son travail, mais c'est tout. On ne défend pas un mode de vie. On ne défend pas une culture. Ils défendaient quelque chose. Et quelque chose à quoi ils tenaient. Et donc, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que c'est ce quelque chose à quoi ils tiennent? D'où, ils vont risquer leur vie pour ça. Ils vont s'affronter à une armée extrêmement puissante, l'armée qui n'a rien à voir avec des fusils en bois. Ils vont s'affronter à une armée motorisée et avec des armes extrêmement puissantes. Et non seulement soutenue cette armée, l'armée mexicaine, par les États-Unis. Et en plus, c'est quelque chose qui a été comme ça, éphémère. Ça dure, ça continue à durer pendant 20 ans. Donc voilà, c'est un peu le point de départ. C'est une interrogation à face de ça. Du coup, ça m'a amené à m'interroger un peu sur ce qu'on est. Pourquoi sur cette différence, ce qu'ils sont, eux. Et donc, c'était un peu l'objet, le premier livre, c'était un peu l'interrogation sur les cosmovisions. Ils appellent cosmovisions, c'est-à-dire les représentations que l'on peut avoir de la réalité et de l'être humain, de l'homme ou de la femme. C'est pas tout à fait la même chose. Quand le paysan Torolabal, zapatiste, il dit qu'il a hâte de revenir chez lui, à son champ, parce que son maïs s'ennuie, bah, c'est pas ce que dit le cultivateur là dans les plaines à blé d'ici. Il y a quand même, là aussi, quelque chose. Quand, dans les relations qu'ils ont, non seulement avec leur environnement, la relation qu'ils ont entre eux, où il y a un respect de l'autre, où il y a une écoute de l'autre. La première chose que l'on s'aperçoit avec eux, c'est cette écoute. Cette écoute de l'autre, cette attention à l'autre, c'est bien que là aussi, il y a une relation de sujet à sujet. Et ça revient. C'est quelque chose d'important, cette perception de l'autre, non pas comme un objet, comme c'est inscrit dans notre grammaire, la relation sujet, complément d'objet, mais une relation, et qui est aussi inscrite dans la langue, dans leur langue, de sujet à sujet. Là aussi, ça pose la question sur d'où viennent ces représentations que l'on peut avoir, nous, de l'objet, de la nature, de cette extériorité, de percevoir la réalité comme objet, et de percevoir l'être humain. On peut se demander aussi si on ne perçoit pas l'être humain dans cette relation comme objet. Une sorte d'ambiguïté de l'être qu'on peut avoir, qui peut à la fois sujet et objet. Et donc, le premier livre, ça vient part un peu de cette réflexion. Bien sûr, plus en détail et tout ça, ça vous intéresse, on pourra en parler. Mais surtout, bon, le point de départ, ça a été un peu la critique d'Escola. Philippe d'Escola, dans son livre Par-delà nature et culture. C'est un anthropologue d'aujourd'hui, contemporain, qui a une notoriété dans le monde de l'anthropologie, tout ça, qui avait écrit un article intéressant de recherche sur justement ce problème de la nature, en disant que bon, les Indiens de l'Amérique du Sud, même jusqu'au nord, de l'Amérique du Nord, ils n'avaient pas la conception de nature. Pour eux, la nature, le concept de nature n'existait pas. Ça m'avait intéressé. Je me dis, tiens, ça me ramenait, ça me rapprochait
des Indiens zapatistes ou même en général des Indiens là-bas du Mexique. Ça m'a intéressé. Et le livre, par-delà Nature et culture, qu'un copain m'avait prêté, ben, c'était pas tout à fait ça. La nature qu'il avait chassée par la porte, elle revenait un peu par la fenêtre, cette nature. Et donc, bon, ça m'a amené à me réfléchir d'où vient ce concept de nature, d'où vient que nous, on entend la réalité comme nature, c'est-à-dire comme quelque chose, comme objet, comme physique. Comment ça se fait, par exemple, que Philippe Descola, son point de départ de toute sa réflexion anthropologique sur l'homme, son point de départ, c'est l'individu isolé d'abord. Alors que l'individu n'est jamais isolé, l'homme, l'être humain n'est jamais isolé. C'est un être social, essentiellement. Il est dans une relation aux autres. Et il se saisit comme être séparé. C'est bizarre. C'est le vrai... ça remonte loin, ça remonte au curé qui dit, bon voilà, l'être est constitué d'une âme et d'un corps. Il saisit donc il reprend, il s'en défend, il va s'en défendre un peu au moment de... Il s'en défend, il dit non, c'est pas la séparation de l'âme et du corps, c'est la séparation de la pensée, de l'intuition, de tout ce qui est mental, du corporel, du physique. Mais je dis, mais d'où vient cette vision qu'on a de l'être humain? D'où vient-elle aussi? Parce que il y a aussi dans pas mal de sociétés où il n'y a pas cette distinction, il n'y a pas cette opposition, où l'individu est perçu comme un microcosme, c'est-à-dire comme un être où il n'y a pas de séparation, ou donné par la pensée, ou animé par la pensée, hein, c'est tout. Il n'y a pas cette séparation. Donc tout ça, c'est un peu des interrogations qui ont été un peu le point de départ. Alors, la thèse, ou si vous voulez l'hypothèse, parce que c'est toujours peut-être discutable, c'est l'intérêt de la chose, c'est que nos représentations de l'être comme de la réalité viennent de la vie sociale que l'on connaît. Dans une vie sociale où existe la séparation entre ceux qui ont la pensée dans son ampleur sociale, dans la pensée, dans l'activité sociale, sont séparés des gens, la masse des gens qui constituent, on pourrait dire, le corps social. C'est donc notre représentation de l'individu comme être séparé et en général aussi comme objet vient de ce qu'on connaît, de la vie sociale que l'on connaît. Si on connaît une vie sociale où il n'y a pas cette séparation entre ceux qui ont la pensée et ceux qui, justement, sont animés par la pensée de l'autre, il n'y a pas de séparation. À quel moment apparaît cette séparation? À mon sens, elle apparaît au moment où l'esclavage est devenu le fondement de la société, la part importante de la société, sans laquelle la société n'existerait pas. C'est en Grèce, vers le 5e siècle, avant Jésus-Christ, en particulier en Athènes, où l'esclave marchandise fait son apparition. On pourrait, si ça vous intéresse, rentrer dans les détails de la chose. Où il fait son apparition à ce moment-là. Et donc, c'est bien à l'intérieur de la société grecque qu'apparaît justement cette différence, cette dissociation entre ceux qui ont la pensée de l'activité sociale, c'est-à-dire les citoyens ou l'aristocratie, mais aussi les citoyens, parce que les paysans, grâce à l'esclavage, s'est libéré du tribut, du travail pour l'aristocratie. C'est ici que ça s'est apparu. Et c'est étonnamment, c'est à la même époque qu'apparaît
les premiers physiciens, ce qu'on appelait les philosophes de Millet, qu'on appelait les métaphysiciens. Mais où apparaît l'idée de la nature, la physique, qui va après être la physique. Où apparaît en quelque sorte le corps, l'objet. Et l'objet, qui est l'objet d'étude, qui va devenir l'objet. Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte, la pensée scientifique? Qu'est-ce qui anime une pensée scientifique, sinon de mettre au service de l'humanité, de la culture, ce que l'on perçoit comme objet? C'est ça qui anime, à mon sens, toute l'activité scientifique. Il ne faut pas faire opposer la science à la connaissance, c'est différent. Mais ce qui anime la pensée scientifique, à partir, disons, du monde grec, ça va être justement d'asservir, c'est-à-dire de mettre au service de la société, de l'humanité, ce qui est perçu comme objet, comme nature, comme extérieur. Mais on voit bien que cette extériorité, petit à petit, cette cosmovision, cette représentation du monde comme nature, bien sûr, au niveau populaire, on la gardait pas nécessairement. Elle s'est imposée peu à peu. Elle s'est imposée. En France, on pourrait dire que il n'y a pas très longtemps que petit à petit, c'est devenu une représentation collective, où tout le monde perçoit justement la réalité comme nature. Mais à mon avis, c'est tragique. Parce que ça signifie qu'à l'intérieur de la société, on a ce rapport d'une séparation entre la pensée et une extériorité. C'est bien qu'à mon sens, c'est un peu aussi un des développements parmi d'autres, la nature, la réalité comme nature, c'est le corps de l'esclave. C'est la béance. C'est-à-dire un corps qui n'est pas animé par sa propre pensée. Et en fin de compte, on pourrait même aller jusqu'à dire, ou à penser, que la recherche théorique qui cherche toujours l'être de la réalité, qui poursuit l'être de la réalité, ça me fait penser un peu à... et qui cherche la vérité, je me demande si ce n'est pas notre vérité qu'il cherche. Et qu'il la cherche vainement, puisqu'elle est extérieure. C'est un refoulement. Le corps de l'esclave, c'est ce qu'on a refoulé, en fin de compte. Et qu'on a projeté à l'extérieur. Et donc, on n'arrivera jamais à saisir cet être de la réalité, de la nature. Bon, voilà. C'est pour un petit truc comme ça. C'est un peu cette forme de réflexion qui anime le premier livre. Bon, ça va plus loin, parce que après, je me suis dit, mais il y a eu un moment dans l'histoire où, effectivement, existaient des sociétés sans État. Les sociétés avec État marquent le début d'une séparation. Marquent un début d'une séparation. C'est-à-dire, une société avec État, ça va avoir domination d'une classe sociale. Et en général, la classe sociale qui est animée par la pensée de l'activité sociale, au début, c'était la classe des clercs, des guerriers et des clercs. Et en général, les premiers États étaient des États théocratiques. On a la nostalgie des États théocratiques, on l'a toujours, cette nostalgie. Le communisme, le stalinisme, c'était le retour de l'État théocratique. On pense pouvoir se sauver de ce qu'on connaît, du monde capitaliste, par un retour à l'État théocratique. Encore maintenant, le fondamentalisme musulman, c'est bien ce qui anime ce fondamentalisme, c'est bien aussi l'idée d'un retour à une théocratie, c'est-à-dire à une classe sociale qui aurait justement la pensée de l'activité sociale, la pensée des autres. Bon, en général, ça commence toujours comme ça. Ça commence, ce sont toujours des bienfaiteurs au départ. C'est-à-dire qu'ils pensent aux autres, ils sont animés par la pensée des autres. Bon, voilà. Alors, maintenant, bon, ça c'est quelque chose... Bon,
Je me suis interrogé dans le premier livre aussi sur la constitution de l'État, comment j'envisage la constitution de l'État, à partir de quoi l'État va petit à petit apparaître. Bon, avec la royauté sacrée, etc. Bon, il y a des interrogations là-dessus. Moi, je ne veux pas oralement vous faire le premier livre. Je vous indique simplement quelques idées, quoi, quelques orientations. Bon, ça prendrait beaucoup de temps. Et puis maintenant, bon, je vais un peu oublier ce que j'ai écrit, hein, bon, je vous l'avoue. Ensuite, dans le deuxième livre, on passe au deuxième livre. Le deuxième livre, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur notre monde. C'est-à-dire sur l'apparence comme réalité. Parce que on vit dans le monde de l'apparence, on vit dans le monde du physique, on vit dans ce qui surgit. Bon, c'est-à-dire du monde marchand. Comment apparaît justement ce monde marchand, ce monde capitaliste? Comment ça se fait que le monde marchand, qui jusqu'à présent, par exemple, était contrôlé par les États théocratiques, si on fait un peu l'histoire du Mexique, on sent que chez les Aztèques, bon, les marchands existaient. Pourquoi? Parce que les guerriers et les prêtres aztèques avaient besoin de plumes, d'or et de bijoux pour se faire reconnaître comme des gens, comme l'élite, comme ceux qui avaient la pensée. Donc, ils faisaient appel à des grands marchands. Mais ces grands marchands étaient toujours maintenus dans leur rôle de marchands. Ils ne pouvaient pas passer du côté des guerriers ou des prêtres. Malheur aux marchands qui essayaient de s'émanciper de sa condition. Toujours, dans les États théocratiques, les marchands ont toujours été contrôlés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. Ça ne veut pas dire que le grand marchand capitaliste n'existait pas. Si, il existait. Mais contrôlé par l'État et par la classe qui avait le pouvoir. Alors je me suis dit, mais comment ça, à quel moment le capitaliste a pu s'émanciper? Parce que c'est ce qu'on connaît dans le monde occidental, chrétien et marchand. Je dis occidental parce que je me réfère justement à la Grèce, c'est-à-dire aux civilisations esclavagistes qui étaient les civilisations grecques puis la civilisation gréco-romaine. Chrétienne, parce que la chrétienté, c'est le moment où justement l'esclave passe, l'esclave qui était justement jusqu'à présent l'être extérieur, passe à l'intérieur. Sa servitude volontaire, le christianisme. C'est dire, ouais, vous pouvez aussi être la pensée à la condition que vous serviez volontairement votre maître. Vous êtes libre. C'est la liberté sous les barreaux, en quelque sorte. Sous les barreaux du corps. Donc, et chrétienne et, que je dis, capitaliste, voilà. Mais c'est comment cette civilisation occidentale, chrétienne et capitaliste, c'est-à-dire cette civilisation marchande, a pu s'émanciper des États théocratiques. À quel moment? Et moi, je pense, je situe, c'est à la fin du Moyen-Âge en Europe. C'est-à-dire, se trouvaient déjà des marchands, en particulier les marchands italiens, vénitiens, ou les marchands hanséatiques. Les marchands hanséatiques se trouvaient en marge de l'Empire chrétien d'Occident. Mais surtout, l'Empire chrétien d'Occident était quand même assez affaibli. Il pouvait diffuser. Et les marchands, et en particulier les marchands italiens, étaient en position de force. Justement, pour justement faire le commerce avec les autres empires théocratiques, empires orthodoxes, les empires musulmans, etc. Et donc, c'est peu à peu, on voit bien, vers la fin du Moyen-Âge, petit à petit, la pensée du marchand pénètre la société occidentale. Et elle ne pénètre pas avec quoi? Qu'est-ce qui constitue la pensée du marchand? C'est la médiation. La médiation entre deux choses. Et la médiation, qu'est-ce qui la constitue aujourd'hui? C'est l'argent. Donc, l'argent, c'est vraiment la pensée du marchand en quête d'universalité. On pourrait presque définir l'argent comme ça.
Et effectivement, petit à petit, ça va pénétrer la société à la fin du Moyen-Âge. Petit à petit, même les institutions qui n'étaient pas marchandes, qui étaient justement les fondements de la société féodale, c'est-à-dire l'Église et la royauté et la seigneurie, puis ils avaient de plus en plus besoin d'argent. C'est-à-dire ils étaient de plus en plus compromis avec la pensée du marchand. Jusqu'au moment où, avec les marchands ont pris le contrôle de l'État. Bon, voilà. Là aussi, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, à préciser, à affiner. Parmi les choses à affiner, il y a par exemple bon, qu'est-ce que c'est que le marchand? Qu'est-ce que c'est que l'échange marchand? Ça aussi, parce que si on s'aperçoit que dans les sociétés dites primitives, parce que là aussi, elles existent encore, donc elles sont bien encore présentes, ce n'est pas un archaïsme, ces sociétés. Ça, c'est aussi, moi, la grande leçon du Mexique, du Chiapas et des Apatis, c'est qu'ils sont ces sociétés qui sont dites archaïques, qui ne sont pas archaïques, si ça se trouve, elles sont en avant de nous, puisqu'ils sont en train de résister au monde capitaliste. Ils sont même sur le front. Donc ils sont loin d'être archaïques. Pourquoi? C'est toujours présent. Ce sont des formes de vie qui sont toujours présentes, mais qui sont attaquées, et qui sont voilà, et qui, parce qu'elles sont attaquées, elles se désagrègent, elles se décomposent, mais elles sont toujours présentes. Donc me dit, au niveau du départ, qu'est-ce que c'est que l'échange? Et je me dis, mais c'est quand même l'échange. La pensée de l'échange est quand même ce qui anime les gens, les hommes, les êtres humains, les hommes et la femme. Je pense que ce qui fait qu'ils sont des êtres sociaux et qui sont des êtres humains, c'est parce qu'ils échangent. Alors bon, je reviens à un exemple, mais je reprends cet exemple parce que ça me plaît dans une certaine mesure. Bon, que cite Hegel, qui dit que, bon voilà, c'est l'exemple de l'artisan. Il dit, avant de faire son travail, de faire son objet, l'artisan, il a déjà une idée de l'objet. Il a déjà en lui l'idée de l'objet, comment il va le faire. Et donc il va, et aussi tout le processus qui arrivera pour finir ce objet. Donc, il dit, il supprime en quelque sorte son travail en pensée pour finalement arriver à l'objet final, à réaliser l'objet final. Mais moi, si on étend cette idée, si on dit que finalement ce qui nous anime, ou qui anime cet artisan, c'est pas l'objet qu'il aura terminé, c'est l'échange qu'il fera avec cet objet. C'est-à-dire, par exemple, la vente, tout simplement. La vente, c'est un moment d'échange. Donc il va le vendre. C'est ça qui l'anime au départ de son activité. C'est l'échange qu'il va avoir avec les autres, sous forme effectivement d'échange marchand. Mais le chasseur Guarani, là je reprends l'exemple de Clastres et tout ça, le chasseur Guarani, qu'est-ce qui l'anime pour aller chasser, prendre son arc et tout ça? C'est parce qu'il va échanger avec les autres. Et il va recevoir de cet échange la reconnaissance sociale. Parce que ça sera un bon chasseur. Il se verra comme un chasseur fortuné. Fortuné dans le sens où, effectivement, il aura réalisé la pensée qu'il animait à son départ. Il aura animé cette pensée, il aura donné aux autres le gibier, et ça sera un bon chasseur, et il sera reconnu par l'ensemble des siens. Et si, par malheur, il n'a pas de chance à la chasse, alors il sera, voilà, c'est un malheur, il n'aura vraiment pas de chance, malheureux. Il sera même amené, des fois, à abandonner son statut de chasseur pour prendre le panier. Bon. Donc voilà, et je me dis, bon, ce qui anime au départ, finalement, les gens, c'est la pensée de l'échange. Mais ce n'est pas la pensée de l'échange marchand qui anime au départ l'échange. C'est une autre forme de pensée. Il y a une autre richesse. C'est la pensée de la réciprocité.
C'est d'arriver, et même, on pense même aussi qu'au départ, ça devait être le don. Essentiellement ça. C'est le don. On donne. C'est-à-dire, c'est plus une relation directe, immédiate avec le besoin. On ne va pas dévorer, le chasseur Guarani ne va pas dévorer le singe qu'il aura tué, par exemple. Non, il va le donner aux autres. Donc, ici, ça intercale justement l'échange avec les autres. Ça intercale toute la dimension sociale qui définit aussi l'être humain. C'est bien cette dimension sociale. Apparaît cette dimension sociale. On pourrait dire, à partir du moment où il y a le geste du don, l'homme sort ou l'homme et la femme même, et sort de sa condition, on pourrait dire animale, pour devenir une fiction, pour devenir un être humain. Et cette constitution-là, à mon sens, c'était quelque chose qui... c'est le passage qui explique le passage de la horde à la société. C'est justement c'est le don. C'est à partir du moment voilà, où on aura donné quelque chose à l'autre et l'autre il y aura un retour. Et cette idée-là, bon, on la retrouve sous toutes les formes d'échange. Au départ, je me demande s'il y avait vraiment, si on pouvait distinguer, parce que j'ai distingué 3 formes d'échange, selon les différentes dimensions que peut avoir l'échange. Et comment les peuples primitifs, dits primitifs, conçoivent l'échange. C'est l'échange qui n'a pas de dimension sociale et qui est méprisé, en général, dans beaucoup de sociétés, c'est le troc. Parce que c'est vu comme un échange privé entre 2 partenaires. Ça peut être les hommes de la montagne et les hommes de la côte. On échange des produits agricoles, contre le poisson, des choses comme ça. Mais bon, on troque. Il n'y a pas de dimension sociale. Il y a l'échange qui a la dimension sociale, qui est en fonction des règles qui régissent les relations les uns et les autres et qui rendent obligatoire d'échanger les uns avec les autres. Il faut que bon, il y a des fois, bon, Malinowski il en parle dans les jardins du corail, comme ça, comment les iguanes, par exemple, sont échangées entre les gens. Alors, au moment de la récolte des iguanes, ça part dans tous les sens. On pourrait se dire, pourquoi ils ne cultivent pas leur iguane pour eux-mêmes, pour les manger? Non. Ils les cultivent pour les échanger. Et donc, il y a tous des croisements, tout ça, voilà, de part et d'autre. Parce qu'il y a toute une forme de constitution de la société qui fait, par exemple, relativement simple, c'est la femme, l'ancêtre féminin, qui est maîtresse de la terre. Donc la terre appartient aux femmes. Or la femme, elle va, quand elle épouse, elle va chez son mari. Donc, et inversement, et donc ceux qui sont sur sa terre lui doivent les iguanes, une grande partie des iguanes qu'ils ont produits, et ainsi de suite. Donc il y a un échange comme ça. Pourquoi? Tout simplement, voilà, parce que d'une part, la femme va sur le territoire de son mari, et donc ils sont amenés à continuellement échanger. L'homme n'est pas, en quelque sorte, maître de la terre, c'est la femme. Donc voilà. Et ça implique tout. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de la règle sociale qui amène obligatoirement une réciprocité entre les membres de la société. Il y en a beaucoup des formes de règles. C'est pratiquement... Bon, c'est relativement arbitraire. D'où ça vient? En général, bon, les gens disent, bon, ça vient des ancêtres. Les ancêtres qui établissent les règles de vie entre nous. Et qui imposent, en fin de compte, cette réciprocité entre nous. Qui règle, en quelque sorte, les échanges. C'est les échanges réciproques. Mais ces échanges-là ont une dimension sociale. Directement une dimension sociale. Ils sont perçus dans cette dimension sociale. On pourrait définir comme la réciprocité, en quelque sorte.
Même si, pour arriver à cette réciprocité, c'est assez complexe. Bah, au Mexique, on en a l'exemple au Mexique. Aujourd'hui encore, les villages vivent sous cette forme-là. Un des éléments importants de cette réciprocité, c'est par exemple les mayordomos. Moi, je sais, les mayordomos sont ceux qui sont chargés de la fête du village. Bon, ils sont désignés, bon, souvent par les gens du village, toute série, et ils sont les organisateurs de la fête du village. Donc, avec sa famille et tout ça, l'organisateur. Mais au moment de la fête, les gens du village arrivent avec des choses. Arrivent avec une tortilla, arrivent avec des bouillons, arrivent avec de la bière, bien sûr, ou du mezcal, ou des trucs comme ça. Ils arrivent des cadeaux. Et ils font des cadeaux au responsable de la fête. Et lui, le responsable de la fête, il note. Il note tout ce qu'il aura reçu et de qui il aura reçu. Il fait la liste précise. Et quand il ne sera plus, l'année suivante, il ne sera plus majordome, il devra rendre à ceux qui seront majordomes ce qu'il a reçu de lui, etc. Il devra rendre. Et ainsi de suite. Donc là, c'est une réciprocité qui s'inscrit dans une durée, dans toute la durée de la vie du village. Et ainsi de suite. Donc on voit comment toutes ces règles de la réciprocité, voilà, amènent justement à la vie sociale dans sa, comment je pourrais dire, ouais, dans son existence, dans son ouais, comment elle se constitue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, ce que les ethnologues ou les anthropologues appellent les échanges cérémoniels. C'est-à-dire qu'en général, les échanges cérémoniels sont les échanges hors de la communauté. C'est-à-dire, là aussi, il y a toute une histoire, il y a même ce qui avait frappé les anthropologues, c'était les échanges cérémoniels qu'ils avaient nommé le potlatch. Le potlatch, dans les tribus yakoultes du nord-ouest, du proche du Canada, de l'Amérique du Nord, où ils font vraiment, c'est un échange d'une générosité énorme, quoi. Où ils accumulent pendant toute l'année les produits qu'ils vont échanger aux autres. Mais c'est des échanges qui dépassent la dimension sociale, la dimension d'une communauté, la dimension d'une tribu. C'est des échanges où on va se trouver des alliés. On va faire des alliés, à condition que c'est plus une quête d'alliés. C'est plus des alliés qui pourront en quelque sorte qui pourront devenir à travers le mariage, par exemple, des alliés qui vont renforcer une tribu, renforcer un clan, renforcer une chefferie. Mais ils n'ont pas tous cette dimension énorme. Ça peut être beaucoup plus modeste. Descola, pour revenir à lui, il en a parlé dans des échanges avec les Hachoirs. C'est une tribu des Amazoniennes où c'est justement des amis, des amiques, ils disent, de différentes tribus qui échangent comme ça, par-delà en quelque sorte la tribu, par-delà les règles de la tribu. Et comme c'est souvent comme une guerre endémique qui existe là-bas, d'État, mais souvent, donc ça va même à l'encontre, cette relation d'amitié qu'ils établissent à travers une échange, ça va à l'encontre on pourrait dire presque de la tradition, de la coutume ou des aspirations de la communauté. On retrouve ça aussi avec le Kula de Malinowski, des Argonautes du Pacifique. Ces grands échanges qui dépassent le village et qui ont une dimension publique qui va au-delà de la tribu, de la collectivité. Donc il y avait, voilà,
avec trois formes d'échange. Et l'échange marchand, il se rapproche finalement de l'échange le plus méprisable. Il se rapproche du troc. Il s'approche du privé. Il reste dans le domaine du privé. Et ça, c'est quand même aussi assez surprenant. Et que justement, on se trouve en quelque sorte sur cette forme d'échange qui constitue la forme principale. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais ils sont dominés par cette forme d'échange, et on est dominé, puisque par cette forme d'échange marchand, quoi. Qui est la forme d'échange la moins, qui n'a pas cette dimension sociale ni publique du potlatch. Bien sûr, on essaie de le retrouver. Bien sûr, nous, entre nous, souvent, on le vit des fois dans les quartiers ouvriers, prolos et tout ça, où il y a cette forme d'échange. Où il y a, au Mexique, je le vis presque jour le jour. Il n'y a pas. On ne demande pas de l'argent. Il y a énormément dont les apatistes, par exemple, dans des communautés indiennes, des villages indiens, quand c'est la fête, on offre, on donne. On donne aux autres, aux invités. Bien sûr, on n'est pas riche, donc on va donner des produits agricoles. On peut lancer après la danse, on peut lancer des navets ou des poireaux. Mais c'est une forme de don, c'est ce qu'ils ont. Des fois, c'est des trucs en plastique, des cuvettes, des bricoles en plastique. Mais c'est du don, c'est une forme d'échange ils ne vont pas demander de l'argent pour ça. Bon, la première fois, je me suis trouvé dans une fête comme ça, il y a longtemps. On me donne des trucs en plastique. Je dis, on donne des trucs en plastique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne sais pas. Est-ce que je dois donner de l'argent, tout ça? Mon réflexe d'occidentaux, bête, mais pas méchant, mais c'est bon, tu dis, c'est sortir le portefeuille, quoi. Mais non. J'aurais vraiment commis la pire impair si j'avais fait ça. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Ça aurait été vraiment, la honte sur moi, quoi. Vraiment la honte. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est encore fort dans nos sociétés. Voilà, donc on arrive comme ça, ça aussi, c'est plus détaillé dans le deuxième livre. Et voilà, et on arrive au troisième. Le troisième, c'est plus l'expérience du Mexique et l'expérience des luttes, des formes de résistance des peuples indiens à l'envahissement de l'échange marchand, quoi, de la marchandise, de tout ça. Bon, c'est pas facile, c'est pas évident, hein. C'est quelque chose de dur, mais on se rend compte d'une chose, c'est que le capitalisme, c'est une forme de pensée pratique. Elle s'avance pratiquement. C'est pas des discours, c'est pas du blablabla. Quand on construit une mine à ciel ouvert dans un territoire indien, on fout en l'air la vie des gens. Un barrage, on en parler, un barrage, c'est le village qui disparaît sous les eaux. Et les gens, c'est des terres arabes, des bonnes terres, les gens sont obligés d'aller dans la montagne où il y a des cailloux pour essayer de... Voilà. Ils s'en foutent, ils sont fichus. C'est une vie sociale qu'ils mettent en l'air. C'est toute une vie sociale qui s'est construite dans la lenteur, avec les traditions, dans le temps, etc. C'est ça. Et le Mexique vit ça. Et c'est face à ça que les apatistes se sont insurgés. Ils le disent clairement. Ils disent, bon, non, laissez-nous mettre de notre destin, laissez-nous mettre de notre vie. On veut regarder la maîtrise sur notre vie, sur notre mode de vie. Et avec tout ce que ça comporte de valeur face à un monde capitaliste qui est un monde désespérant. Il suffit de lire ce que disent les apatistes ou ce que disent d'autres Indiens pour se rendre compte qu'ils luttent pour une richesse, qui est une richesse sociale, la richesse de leurs relations qu'ils ont entre eux. Qu'on a un monde qui n'amène que l'appauvrissement
spirituelle des champs. Et voilà quelque chose pour laquelle il lutte. Moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un moment que je parle. Et finalement, bon, je sens petit à petit une inattention là. Donc, mais on peut dire, tu veux dire quelques trucs si tu veux? Alors un morceau du second ou un morceau du troisième? Comme tu veux, du troisième si tu veux. Puis comme ça, après on fait un petit débat. Il faut que je mette en place. Faut que je retrouve un passage. Déjà. Alors voilà, ça c'est à propos. Tu peux prendre le fauteuil. Ouais, si je tu veux. me mets dans le fauteuil. Alors ça c'est à propos d'un voyage que tu as fait au pays des Huichols. Mhm. Et donc c'est quelques considérations que tu as fait en aparté. En fait, les Huichols, ils ont un territoire sacré qui s'appelle Virikuta. Et ce territoire sacré a été considéré par l'UNESCO comme une des 14 endroits les plus sacrés du monde qu'il fallait préserver. Et en même temps, le président du Mexique, enfin le Mexique, l'État mexicain, a donné des concessions aux Canadiens pour qu'ils ouvrent des mines de ciel, des mines d'argent à ciel ouvert là-bas. Donc ça, c'est juste un petit aparté, je me suis dit qu'il me plaisait bien. Alors voilà. La dévastation de l'environnement rend impossible une vie autonome et jette la population dans une dépendance absolue à la garde d'une pensée qui n'est pas la leur. En fait, c'était ce que tu as dit. Oui, c'est bien, ça tombe bien. Là. Des projets de barrage du gouvernement brésilien visent à noyer les territoires indiens le long du fleuve Xingu en Amazonie et le mercure se concentre en Arctique, rendant difficile et de plus en plus improbable la survie des Inuits. Les écologistes se lamentent au sujet du réchauffement climatique et des conséquences catastrophiques de l'activité capitaliste sur notre biotope, qui met en péril notre propre survie, sans toujours saisir le lien logique qui unit inéluctablement l'activité capitaliste et la destruction de l'environnement. Je veux dire par là que la destruction de l'environnement n'est pas une conséquence de l'activité capitaliste, un dommage collatéral, mais qu'elle est inhérente à cette activité. Nous avons affaire à une pensée totalitaire qui se renforce par la désagrégation sociale qu'elle engendre. Et cette désagrégation sociale passe nécessairement par l'occupation d'un territoire et sa mise à sac, par l'envahissement d'un espace de vie. L'activité capitaliste ne met pas en péril sa propre survie ni son avenir, bien au contraire. Elle ne fait que se renforcer en transformant tout ce qui existe en marchandises. Elle conçoit seulement le monde comme sa propriété et elle rend son point de vue sur le monde effectif en éliminant tout autre point de vue. Le capitaliste se nourrit seulement en apparence d'or, d'argent, de cuivre, de pétrole, de montagnes, de bois, de forêts, de vent, d'eau. En fait, il se nourrit d'esprit. Il se nourrit de réalité spirituelle. L'environnement n'existe pas en soi. Une vie sociale n'existe pas en soi. L'environnement est un espace de vie, l'espace au sein duquel se développe une vie sociale, et cette vie sociale ne peut exister que dans une relation d'échange, et j'ajouterai d'échange réciproque, avec ce qui l'entoure. Il n'y a pas séparation entre une société et son environnement, et c'est le tout qui forme une réalité spirituelle, un cosmos. La société et son milieu de vie, la société et son territoire. Ah ouais, voilà. Ça ne pouvait pas mieux tomber, ça semble. Je retombe à la place. Voilà, mais on peut laisser maintenant la discussion un peu à vous. Si vous avez des remarques, des questions, allez-y. Quelle différence entre l'esprit marchand et ou le marchand et le capitalisme? J'ai mal entendu la question. Est-ce qu'il y a une différence ou quelle distinction vous opérez entre le monde marchand et le capitalisme? Non, je ne fais pas trop de différence. Parce que, effectivement, à mon sens, mais c'est. Moi, je suis un peu. Je ne sais pas si on dit brodélien, mais j'ai lu Brodel et je suis un peu de son avis, parce qu'il distingue un peu, les marchands comme de tout venant du marché dans le village, etc., qui apporte les produits voilà, de son jardin ou de son champ, etc., ou de ses chèvres. Bon, c'est du fromage.
des grands marchands au niveau national ou international. C'est-à-dire, il fait cette distinction. Je pense qu'on est amené à faire cette distinction quand même, parce que le grand marchand capitaliste, c'est celui justement qui spécule sur les échanges marchands, mais à un niveau international, mondial, quoi. C'est beaucoup plus large que le petit marché régional. Donc, si on part du point de vue, si on met au point de départ la pensée de l'échange, donc on vit sur l'échange à venir, ça va devenir plus ou moins proche, on peut dire que c'est de la spéculation. Et à mon sens, c'est le capitalisme, c'est ça, c'est une spéculation continuelle, même mécanisée à un point maintenant, avec les ordinateurs, etc. Ils n'ont même plus une personne. Mais bon, c'est quand même un groupe, c'est une banque, c'est des actionnaires, c'est ceci, c'est cela, c'est bon. Il y a des gens derrière de tout ça qui spéculent sur les échanges à venir. Donc il y a des produits qui se vendent bien, donc hop, au niveau de la bourse, on voit la cote monter, parce que la spéculation se monte sur ces produits qui vont se réaliser, l'échange va se réaliser. C'est demandé, il y a de la demande, ou il y a des produits qui ont du mal à s'échanger, ou qui se faillitent, etc. Et du coup, donc on se rend bien compte que, à mon sens, cette pensée qui anime le monde, et qu'on peut dire que c'est la pensée capitaliste, c'est la pensée de l'échange marchand, donc la pensée des grands marchands capitalistes, bon, elle a son expression la plus évidente dans tout le domaine de la spéculation boursière. Et on le ressent bien au Mexique, où c'est quand même national. Bon, bien sûr, il y a la complicité des États, ils ont en main toutes les forces nécessaires pour justement faire en sorte que leur pensée se réalise, dans toutes ses forces en main, mais ils ont une puissance énorme. Et c'est bien ça qui pratiquement, on le voit pratiquement agir, quoi. Ils sont pas pratiquement d'un territoire, d'un mode de vie des gens, etc., quoi. Et voilà, moi je le mets sur la pensée spéculative, c'est bon, voilà, c'est toute la spéculation boursière, quoi, c'est ça. Le sort du monde, le sort des gens est décidé dans les temples modernes de la pensée ce sont les bourses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais voilà. C'est une question qui... Ouais, c'est une question, on peut en discuter aussi. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Brodel, il distingue 3 niveaux. Comment? Brodel distingue 3 niveaux. La civilisation matérielle, l'économie et le capitalisme. Moi, je fais simple. J'essaie de faire le plus simple possible. C'est intéressant. Ouais. Mais sinon, dans un texte que je ne sais plus comment il s'appelle, vous dites qu'on a rompu le pacte primordial. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par pacte primordial. Ah, ça c'est autre chose aussi. Mais mais ça c'est là c'est de la spéculation aussi, mais disons philosophique. Mais qu'on retrouve quand même pas mal. C'est-à-dire que finalement, souvent, à travers les mythes et tout ça, et les chamans et tout, il y a une anthropologue intéressante, Robert Hamon, qui a travaillé sur le chamanisme sibérien, le chamanisme n'existe plus, sibérien, mais elle a bien travaillé quand même là-dessus. Et justement, elle parle de ce pacte primordial. On le retrouve ailleurs aussi. C'est-à-dire, au départ, on le retrouve par exemple dans les tribus indiennes, yakoultes, ça du nord, qui pratiquent le potelage, dans beaucoup de tribus. C'est une idée qu'on retrouve partout, on pourrait dire. C'est qu'au départ, on retrouve chez les Huichols, là que tu viens de parler. Au départ, l'humanité est le sacrifice d'un animal. Il est né du sacrifice d'un animal. Un animal, c'est l'animal totémique qui s'est sacrifié pour que l'homme devienne homme.
cet être de fiction qu'est l'homme. L'être de la pensée, un être spirituel. Et donc, l'homme est toujours redevable à l'animal de ce sacrifice. Même l'animal ou une plante, tout ça. Il est redevable de ce sacrifice. Donc, il est redevable justement dans le sens où c'est l'être spirituel qui, l'être de la connaissance en quelque sorte, qui donc, à travers le rituel, il est responsable de la survie spirituelle de la plante, de l'animal et tout ça. C'est l'idée primordiale qu'il y a au départ. Bon, avec ça, bon, on la retrouve beaucoup. Donc je me suis posé la question, pourquoi on retrouve cette idée de pacte primordial avec l'animal à un départ. Et donc à partir de ça, l'animal se sacrifie au chasseur. Il se sacrifie. C'est le chasseur. Mais à condition, effectivement, que le chasseur le rende à un moment donné. Il va rendre. Il y a une sorte de marchandage qui s'établit au début entre le chaman et l'esprit de l'animal. Un marchandage en disant, d'accord, les animaux se sacrifient, mais à un moment donné, nous aussi, on va se sacrifier. Non seulement la survie spirituelle de l'animal, mais nous aussi, à un moment donné, on va mourir. Donc, on vous donnera aussi en retour notre chair, nous-mêmes. Voilà. Et donc, tout le travail du chaman, tout le travail du chaman, c'est toujours de négocier. Ah ouais, bon, un peu plus tard, d'accord, un peu plus tard, on va mourir un peu plus tard. Négocier, parce que ce retour, le mettre le plus tard possible. Voilà, c'est un peu ce jeu-là. Mais, si il ne fait pas le rituel justement de cette survie spirituelle de l'esprit animal, les animaux ne vont plus se sacrifier. Donc le chasseur reviendra bredouille, il n'y aura plus rien. Donc voilà. Donc c'est un pacte d'échange de départ primordial entre l'homme et l'animal. C'est la nature, oui, mais ne dis pas nature, c'est un mot interdit. Non, mais c'est... Oui, parce que c'est perçu... oui, tout... Dans la pensée primitive, et c'est intéressant de la manière dont c'est perçu, perçoivent le monde, la réalité, le sujet. Ils sont perçus comme sujets. Il y a l'esprit de la forêt avec lequel on va rentrer en relation. Il y a l'esprit, tout ce avec quoi on rentre en relation sont des êtres de sujet, donc des êtres spirituels. Que ce soit une plante médicinale, c'est un être spirituel. C'est un sujet. Donc, on va rentrer en relation avec ce sujet à travers le rituel. On va faire en sorte que la plante va nous guérir. Et pour qu'elle nous guérisse, il faut qu'on ait une relation d'échange avec elle, à travers le rituel et de reconnaissance. La mettre dans des bonnes dispositions. Il faut mettre la plante dans une bonne disposition pour qu'elle soit en bonne disposition et qu'elle nous aide, qu'elle nous appuie, qu'elle nous guérisse. La même chose pour l'animal. La même chose pour une rivière que l'on doit traverser. On doit mettre cette rivière que l'on va traverser en bonne disposition pour ne pas noyer. Il y a toute cette relation de sujet à sujet qui permet de saisir comment on pourrait appréhender le monde, en quelque sorte. Dans une relation de respect. C'est toujours cette forme de pensée, c'est une pensée rituelle, c'est-à-dire que c'est toujours des relations construites avec les autres. Nous, on a oublié cette idée d'une relation construite. Une relation avec un sujet est toujours une relation périlleuse avec l'autre. C'est ça aussi une idée importante dans le monde primitif. C'est une relation périlleuse. Donc, il faut le considérer comme sujet, il faut le mettre dans les bonnes dispositions et montrer aussi que nous, on est dans de bonnes dispositions. Pour qu'ensuite, effectivement, l'échange puisse se faire. Et c'est un énorme respect
de l'environnement, de tout ce qui constitue la relation avec ce qui est autre. Cette relation, dans les sociétés avec État, où c'est la dualité, qui est l'appréhension du monde comme un monde double, duel, où c'est l'unité des contraires qui est la réalité. Là aussi, j'ai une pensée extrêmement riche. Tout, pour un aztèque, la réalité, c'est l'union, en quelque sorte, du ciel et de la terre, du soleil et de l'eau. Le sang, c'est le feu et l'eau. La pression du sang, c'est saisi, mais c'est saisi comme ça, comme l'union du feu et de l'eau. Comme la société est l'union, en quelque sorte, des guerriers solaires et des jaguars, de l'aigle du jaguar, qui représente la terre, etc. Donc, on voit, par exemple, les théoriciens modernes, ils arrivent à se dire, mais ceux qui essayent d'aller au fond de cette béance qui est la réalité, qui est la nature, qu'ils appellent nature, ils se rendent bien compte qu'ils arrivent à un moment où il faut avoir cette pensée duel pour essayer de comprendre l'univers. Sinon on ne comprend plus. C'est la pensée de la matière et l'antimatière, etc. Mais un aztèque, lui, il n'y a pas de problème. C'est son assise spirituelle. C'est pour montrer que on a une pensée relativement pauvre. On manie des concepts assez pauvres, puisque justement, c'est la pensée du oui et du non. La pensée qui n'accepte pas le contraire. Une chose est une, mais elle ne peut pas être son contraire. Elle ne peut pas être double. Elle ne peut pas être dans cette unité. La réalité ne peut pas... Donc, à fragmenter la réalité comme ça, on a une conception relativement pauvre de la réalité. Bon, mais bon, j'ai essayé là un peu, j'ai tenté un peu de percevoir justement cette mentalité, cette forme de pensée originelle, comment justement la réalité est saisie uniquement comme une réalité spirituelle. Uniquement. Voilà. Et que, en quelque sorte, tout est pensé. Tout est pensé et tout s'explique par cette relation de sujet à sujet. Donc une relation d'échange de sujet à sujet, c'est-à-dire une relation uniquement spirituelle. Tout est pensé comme ça. Et on s'aperçoit, on se dit, mais finalement, ils n'ont pas si tort que ça. Il y a quelques exemples. On se dit, mais finalement, quand ils disent, par exemple, voilà que si jamais, par exemple, pour eux, l'histoire du malheur petit, ça fait vraiment penser à nos lapsus. Pour eux, par exemple, le malheur qui arrive, par exemple, l'arrivée des Blancs, ça a toujours été perçu, ça a énormément été perçu dans les populations africaines comme une tragédie, un malheur. C'est un présage d'un malheur qui monte son bout de son nez. C'est terrible ce qui va nous arriver. C'est vraiment un mauvais présage, l'arrivée des Blancs. Ils avaient raison. Ils avaient vraiment raison. Mais donc, parce que tout ce qui va justement contre cet échange, tous les non-dits, pour eux, le malheur, on pourrait le percevoir comme un non-dit. Le malheur est la conséquence d'un non-dit. C'est un tabou qui n'a pas été respecté par ignorance ou pour différentes choses. Hop, il y a la pluie qui s'arrête de tomber. On a besoin, ou il y a trop de pluie. Des trucs comme ça. Et c'est un non-dit. Donc ils vont chercher la source de ce non-dit. Ils vont essayer de retrouver le non-dit pour rétablir un équilibre. Et une fois que le non-dit et le rituel fait, hop, la pluie se remet à tomber si c'est la sécheresse, des choses comme ça. Donc cette relation entre, je pourrais dire, la partie diurne de la pensée, qui est finalement la relation construite, et la partie nocturne, qui est le non-dit, qui est la frustration, qui est le ressentiment, et tout ça. Et tous, ils arrivent à établir cette relation, non pas à un niveau individuel, comme on fait là, nous avec notre psychanalyse, mais ils l'établissent à un niveau cosmique. Et on en arrive à un point,
Maintenant, on pourrait se demander s'ils n'ont pas raison, parce que nous, avec notre égoïsme, ou plutôt les marchands avec leur égoïsme et tout ça, ils sont vraiment en train de foutre en l'air complètement. C'est une catastrophe dite naturelle qui nous pend au bout du nez. Donc, mais pour eux, la catastrophe, elle n'est pas naturelle. Elle est simplement le signe d'une non seulement d'un refoulement, mais peut-être d'une humanité qui n'est plus là. Que ce qui fonde la réciprocité a été trahi, elle n'a pas été fait, et que voilà, et les conséquences deviennent catastrophiques. Donc il faut rétablir la relation réciproque et normale. Donc le respect des interdits, des tabous, etc. pour retrouver un équilibre, non seulement un équilibre au niveau de la société, mais au niveau cosmique. Ça, c'est des formes de recherche, c'est des orientations de recherche. Mais ce serait intéressant quand même d'essayer de percevoir, parce qu'on se rend compte que ce mode d'appréhension du monde, qu'on a tendance à mépriser, mais peut-être il pourrait se révéler plus riche que l'on pense, quoi. Voilà, c'est pour répondre un peu à cette question. Mais vraiment entraîner trop loin, là. Mais, D'autres interventions, questions? J'en aurais bien une petite, mais c'est pourquoi est-ce que tu penses que ça concerne plus les peuples du Mexique qu'ailleurs dans le monde, ou n'importe quel peuple autochtone serait dans ce cas-là aussi? moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, oui, mais je pense que ça concerne tous les peuples. Moi, je parle de peuple du Mexique parce que je parle de ce que je connais un peu. C'est tout, donc c'est un peu mon expérience là-bas, quoi, à partir de laquelle je parle. Mais je pense que ça concerne aussi bien les peuples en Afrique que les peuples en Asie, etc., ou dans les îles, en Océanie et tout. Ça concerne les peuples. Et ça nous concerne à nous aussi. Je pense aussi qu'il y a une dégradation aussi, on vit la dégradation d'une relation. On devient de plus en plus confiné à des relations marchandes. Bon, je suis déjà assez âgé, j'ai le sentiment que ailleurs, dans certains quartiers, il y avait une richesse des relations qu'on n'a plus maintenant. Entre les gens, qui n'étaient pas justement des relations marchandes, qui étaient, bon, je vois aussi qu'il y a réaction à ça, parce que je pense que c'est un mouvement de l'humanité, c'est une animation de l'humanité d'essayer d'avoir des relations qui soient riches, qui soient sociales, qui soient de la réciprocité, de la générosité, du don. Mais maintenant, on pratique beaucoup moins le don qu'avant. Maintenant, bon, on pourrait dire qui donne un pot de confiture à sa voisine. Avant, bon, c'était courant de donner un pot de confiture. On a fait des confitures, on donne quelques pots aux voisins, et voilà. Et le voisin, quelques années plus tard, ou quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, nous apportera autre chose. Et donc il y a déjà tous ces trucs-là qui sont des formes d'échange. Mais j'ai un peu le sentiment que ça se perd, quoi. Tout ça. Parce que, comme si on avait peur maintenant de devenir humain, un peu, hein? Comme si on était retenu par ça, parce que, bon, mais d'un autre côté, on voit bien aussi que c'est des choses qui se construisent, je le ressens moi comme un mouvement quand même profond de l'humanité qui tente de se reconstruire. J'ai revu ça, chez les mineurs anglais, par exemple, du Yorkshire, comment ils avaient dans des conditions extrêmement hostiles, les conditions de la mine, etc. Le travail de mineur, c'est pas un travail drôle. Ils avaient reconstruit dans les villages mineurs, ils avaient reconstruit quand même une vie sociale, petit à petit, autour du pub, autour des trucs, avec la musique et tout ça. Ils avaient des connaissances de voisinage, etc. Ils avaient reconstruit une vie sociale. Et je me suis demandé, en 80, quand Margaret Thatcher s'en est pris aux mineurs, mais quoi, elle s'en est pris aux syndicats ou à la vie sociale que les mineurs avaient reconstruit?
Qu'est-ce qui faisait véritablement obstacle à, à l'envahissement marchand? Est-ce que c'était simplement le syndicat ou c'était la vie sociale que les mineurs avaient construit entre eux et qui commençait à avoir une consistance, à avoir une richesse? Et on retrouve ça partout. C'est un cas où le syndicat, pour une fois, il défendait un petit peu justement la vie sociale réelle des gens. Hein. C'est pour ça qu'il était fort, ce syndicat. Oui, oui, mais oui, il est obligé. Bah oui, il était obligé parce que les mineurs étaient là. Ouais. Il était obligé. Ouais. Mais après, justement, cette communauté-là, une fois que le travail et les mines ont fermé, elle a disparu. Donc, comment on fait en Occident si on est... Parce qu'il n'y a plus de peuple en Occident. Enfin, ou alors, justement, ceux qui parlent du peuple, en général, ça pue, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que maintenant, les gens, ils font que se défendre. Par exemple, ils défendent leur travail, s'ils en ont un. Ou alors, ils défendent l'identité. Tu vois, l'identité, ici, quand on parle de peuple et d'identité, on sait qui c'est qui en parle et comment ils en parlent, quoi. C'est-à-dire... ce que je veux dire, c'est que par rapport à tout ce que tu dis sur les peuples autochtones, etc., c'est très difficile pour des Occidentaux d'avoir un usage pratique de ça. C'est-à-dire c'est un excellent miroir et ça nous fait poser plein de bonnes questions. Mais après, tu vois, ça voudrait... Qu'est-ce que ça... Bon, c'est un peu rhétorique ce que je dis, hein, parce que j'ai lu ton bouquin, mais c'est pour faire le débat, on va dire. Mais comment... tu vois, quel usage un occidental, quelqu'un qui a plus de peuple, on pourrait dire, même plus de quartier, même plus de communauté, ou à peine, il peut avoir de cette idée de la communauté, justement. Si, ok, réfléchir à tout, mais quel usage pratique après Si je peux rebondir un peu sur l'intervention du camarade. Oui, bien sûr. J'ai découvert ton bouquin hier, en fait. Et je suis venu au débat dans une autre librairie par rapport à ça. Et ce qui m'intéressait, c'est que tu as parlé de cette expérience mexicaine. Moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest, peu importe. Et effectivement, me demandant, feuilletant le bouquin que je n'ai pas tout à fait lu, je te l'avais d'ailleurs dit, il y avait des expériences qui seraient très bénéfiques pour nous de ce que vivent les peuples indigènes. Le Mexique, je connais un peu. Toi tu connais, et plutôt la Bolivie et l'Équateur. Mais j'apprends plus de ton expérience par rapport à ce que nous on peut voir par rapport à des prédateurs comme Shell, etc., Bouygues, Bolloré, ça peut t'étonner, mais peu importe, chez nous. Et effectivement, la question que posait ce monsieur, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut lui apporter? Parce que par exemple, au Nigeria, toute une partie du sud-est, où il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Ochobo, etc., qui est une propriété non lucrative communautaire, va être prise en charge pour concession, etc., etc. Mais elle est défendue pour des raisons de pèlerinage, des Yoruba, etc., etc. C'est important. Je veux dire, il y a une accroche qu'on ne peut pas lire comme anticapitaliste et comme de refus de cession à une entreprise, mais qui fait partie d'un combat qui veut qu'on ne puisse pas laisser tout ce territoire à une multinationale. Raison pour laquelle les choses qui se passent par exemple au Chiapas, etc., ou en Bolivie, sont intéressantes pour nous. Mais
l'intérêt que j'y vois n'est pas de la même n'est pas de la même nature que la question que pose. Mais je pense que c'est deux questions, c'est différentes. Ce qui pose, c'est justement, il se pose aussi au Mexique, il doit se poser aussi en Bolivie, il doit se poser aussi au Pérou ou au Niger, Au Nigeria. Nigeria. C'est justement ce problème entre justement ceux qui gardent quand même un mode de vie, disons, qui n'est pas marchand, qui est traditionnel, on peut le dire en forme, mais qui est encore fort et qui est finalement en relation avec un espace, ce n'est pas non plus un mode de vie comme ça abstrait, en relation avec un environnement, et on pourrait dire l'environnement humain de ces gens-là, c'est-à-dire le monde occidentalisé, métis qui les entoure. Moi je le sens fort bien ça au Mexique, parce que, bon, le monde métis, il a effectivement, le monde métis, disons le monde occidentalisé, ou si on veut le monde acculturé, ça dépend, parce que ça dépend, il y a tout un éventail au Mexique. Celui-là, il ne sait pas tellement à quoi s'en tenir, il ne sait pas à quoi défendre, il ne sait pas qu'est-ce qu'on défend, pourquoi on lutte. Il a du mal, on défend quelque chose, c'est ce que je disais au départ, il faut défendre quelque chose. Si on n'a rien, qu'est-ce qu'on n'a rien à défendre? C'est ça le problème. Une fois qu'on est dépossédé, qu'est-ce qu'on va défendre? Notre dépossession. C'est ça. Donc, c'est en quelque sorte dans l'ombre que doivent se reconstruire les choses. Dans l'ombre. Moi, je pense que c'est très difficile, je ne suis pas trop d'accord dans le fait de dire qu'on va faire la révolution pour construire quelque chose. On change les choses en défendant quelque chose. On voit bien comment... Mais les choses se reconstruisent plus ou moins dans l'ombre. Il y a des réseaux qui apparaissent. Les gens tentent justement de reconstruire quelque chose. Et ensuite, ils vont essayer de se défendre, de défendre cette chose. C'est sûr que ça fait la différence entre ceux qui ont encore entre leurs mains quelque chose, déjà, voilà, et qu'il s'agit de défendre cette vie sociale, et ceux qui doivent reconstruire une vie sociale, en quelque sorte, à partir de pas grand-chose. Ça constitue un problème. Et je vois bien que là, les apatistes se sont débattus sur ce problème-là avec la société mexicaine. Il y a un débat profond avec la société mexicaine. Au début, bon, la société mexicaine avait dit, bon, non, pas de massacre, pas des Indiens, tout ça. Donc, c'était rangé du côté des apatistes. Maintenant, elle ne se range plus du côté des apatistes. Les apatistes, ils ont bien compris, ils ont compris ce truc-là. Bon, ils ont tenté des ponts avec cette société, disons, occidentalisée, tout ça. Parce que c'est la société occidentale, là. Le Mexique, c'est comme chez nous, quoi, quelque sorte. À des choses près, quand même. Mais ça ressemble beaucoup. Ils ont tenté de lancer des ponts. Ils ont parlé de futur, ils ont parlé de gauche, de maoïsme, de marxisme, de révolution, etc. Ils ont tenté de se retrouver dans la société occidentalisée, mais ils ont du mal. Ils n'arrivent pas. Donc je te dis, bon, c'est plus la peine de parler, de lancer en quelque sorte quelques ponts, quelques incitations à la société civile. Soyons nous-mêmes, et voilà. Et restons nous-mêmes, c'est-à-dire revenons à nos fondements, à nos bases, et voilà. Et donc finalement, qu'est-ce qui se trouve, qui est de leur côté? Les anarches, en fin de compte. Plutôt les anarches, les libertaires de la société civile, ou les jeunes qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils connaissent, et qui voudraient connaître autre chose, et qui effectivement s'appuient quand même sur des liens forts quand même qui restent entre eux. Entre eux, il y a des liens de solidarité, de complicité, qu'on a du mal à saisir ici, mais qui sont encore très forts. Et donc, du coup, ils sont devenus des ennemis de l'État mexicain. L'État mexicain, 43 disparu à Ayotzinapa, par exemple. Et qui les a fait disparaître? À mon sens, c'est l'armée, c'est pas autre chose.
Les GIS, c'est des groupes spéciaux de l'armée qui ont été formés pour des assassinats, pour enlever les gens, etc. Les œuvres de basse, je ne sais pas comment on peut dire ça. Besognier. Hein? Basse besognier. Voilà. Et donc, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Ça a suivi toute une série de calomnies sur les jeunes, violents, etc. Et puis cela. Ça a suivi tout ça. Les jeunes et les zapatistes, vous voyez, sont devenus les ennemis numéro un voilà, de l'État mexicain. Les jeunes, en grande partie, les jeunes anards, les jeunes libertaires, c'est-à-dire qui s'appuient aussi sur des relations fortes entre eux, et aussi sur du courage. Et qui s'affrontent parce qu'ils veulent autre chose, et qui veulent construire autre chose à partir de ça, et qui se reconnaissent d'ailleurs chez les zapatistes, le mouvement zapatiste, le mouvement indien, on pourrait dire, et le mouvement indien. Voilà, et ça, c'est l'ennemi, ce sont les ennemis numéro un. C'est pas le narco l'ennemi, loin de là, c'est le complice, c'est le bon copain, le narco et tout ça. Voilà. Et donc voilà, mais c'est sûr on sent bien qu'il y a un lâchement de la société mexicaine. Tous ceux qui se sont rangés, parce que au niveau des élections, vers 2006, il y a eu quand même la gauche, sous la forme de López Obrador, qui s'était présenté. Et là, il y a eu une grande part de la société mexicaine s'est rangée du côté de López Obrador, en disant, allez, on va soutenir, et donc ils ont laissé les zapatistes de côté. Oui. Non, mais bon, je préfère c'est pas moi qui vais toujours parler, raconter des histoires. Moi, je ne sais pas trop comment formuler ma question. La première formulation qui me venait, c'était un peu... et alors, est-ce que parce qu'on est né en Occident, on est condamné à rimer au quai d'un grand port marchand industriel? Alors, je développe un tout petit peu mon interrogation fort pessimiste. Des fois, j'ai envie de repartir sur ton idée de reconstruire dans l'ombre aussi, parce que ça rejoint aussi l'interrogation du monsieur là, c'est quand ce qu'on a à défendre est tellement déjà pauvre et non désirable qu'on se demande si ça vaut la peine de le défendre, quand on n'a plus de communauté et quand on a l'impression, c'est peut-être un sentiment un peu de malédiction d'avoir perdu ce qui ferait un peu l'essentiel de cette humanité ou de cette générosité ou cette capacité de don. Et malgré tous les grands discours qu'on peut avoir, enfin, je pense à des discussions interminables dans les milieux anards, squats, etc., sur comment on fait, comment on commence, par où on commence l'anticapitalisme. C'est quoi? Est-ce que c'est éliminer l'argent, la propriété, l'accumulation, la peur du risque? Est-ce que c'est, enfin, des discussions qui sont sur un plan strictement théorique et qui sont vouées à ne jamais déboucher sur des pratiques concrètes et solidaires. Disons que les pratiques concrètes et solidaires ne débouchent pas de ça, parce qu'elles débouchent d'un truc avant tout humain et spontané, et qui ne se calcule pas, qui ne s'attrape pas par la pensée et par le désir d'être anticapitaliste ou être anti-étatiste, qui sont bien souvent des étendards identitaires plus liés à l'ego, même s'ils sont très... Enfin, c'est bien de les tenir et de tirer ce fil-là, bien sûr, il faut bien partir de quelque part. Mais entre ça et se transformer comme être humain pour sortir de ce sentiment d'être dans une humanité pauvre, mais c'est quand ça me fait plaisir de t'entendre utiliser le mot spirituel, même si je ne sais pas comment tu l'emploies, mais parce que c'est pas au niveau de... Bon, je pense qu'au niveau de la pensée, il y a pas mal de problèmes, mais c'est au niveau du cœur et de l'être qu'il y en a des énormes, et qui fait que même nos luttes, elles sont franchement... souvent pas joyeuse, pas sympa, pas de bienveillance entre nous. C'est chaud. Enfin, moi, je veux vraiment être née à cette époque, dans cette génération et dans ce point du monde. Je trouve que c'est chaud. C'est vraiment, on est au bord de l'effondrement, on le sent, on le vit. Et on
on lit des choses qui nous donnent envie de transformer radicalement, mais par contre, on est confronté dans cette transformation-là à un manque, une absence, une grandeur qui est aussi interne. Hein, on peut accuser le reste du monde autant qu'on veut. On sait bien que ça vient aussi de notre défaut à nous. Voilà, par où, une autre manière de le formuler, ça serait par où ça passe et par quoi ça commence la désaliénation. C'est pas qu'en termes d'idées. Enfin, vraiment, je crois, et j'ai l'impression qu'il y a une notion aussi de durée, de temps, de persévérance, mais qu'en même temps, on manque grave de pistes solides. On est dans des sables mouvants, on se débat un peu, et c'est quand même, voilà, c'est quand même la grosse galère. Bon. Non, ouais, mais c'est sûr, je n'aurais pas grand-chose à dire, moi, là-dessus. Hein. Sinon, non, c'est sûr qu'on vit une époque dure, tragique, hein, si tu veux. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Hein. Je pense qu'il y a plein de... Justement, je ne sais pas si tu connais... Ça fait ringard dans les milieux anarchistes, évidemment, de dire ça, mais moi, je te dis qu'il y a plein d'espoir dans des petites choses qui sont comme les colibris, ça s'appelle, c'est du nouveau. Parce que moi, je suis plutôt dans le milieu écolo. Là. Ça fait ringard dans le milieu anarchiste de parler des écolos. T'inquiète, moi je viens de chez les hippies des Cévennes, je connais. Mais il y a l'idée du colibri, c'est un mouvement qui dit qu'il y a plein d'initiatives locales isolées les unes des autres, et que en érosion... Je connais bien l'idée des colibris, et même chez les milieux anards, il y a plein de pratiques concrètes super chouettes au niveau des squats, au niveau des luttes des sans-papiers, au niveau de construction d'alternatives, au niveau de l'autonomisation alimentaire, au niveau de la recherche autour des plantes médicinales, enfin des pratiques qui vont vers un début de quelque chose. Il y en a plein partout, et en fait je parlais plutôt de l'autre aspect, c'est-à-dire au niveau intérieur, comment on sort de la mentalité ou de l'esprit. C'est parce que il y a toute une manière de pouvoir vivre ces choses-là, ces pratiques alternatives ou autonomisantes, qui nous fait tomber dans peut-être le revers de l'aspect de la mentalité capitaliste accumulatrice, qui est celle de la gestion. Enfin, je ne sais pas comment dire, et souvent on a des pratiques chouettes, qui sont intéressantes dans l'idée, mais pour autant... j'arrive pas à y trouver, mais c'est peut-être des histoires personnelles et psychanalytiques et non pas collectives, j'en sais rien, mais moi il me manque toujours un putain de truc au niveau du sentiment d'humanité, et des fois j'ai l'impression que foutu malédiction de me dire c'est parce que je suis une occidentale et j'arriverai jamais à en sortir, c'est parce que je suis née dans un coin du monde où on a grandi avec ces histoires-là, avec ce truc où on est construit comme un individu, parce que c'est plus large que ça, c'est pas simplement le fait de capitalisme ou État, on s'est construit et on se pense comme des individus, et peut-être que c'est ça le problème, et comment on se défait de ça? Oui, c'est sûr, comment on se défait du monde, quoi. C'est ça le problème. C'est la même chose. Défaire de ça, c'est se défaire du monde, c'est sûr que... moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, hein. J'ai pas de recette. Comment ça, Georges? Si, je sais pas. Non, mais c'est vrai que moi je pense qu'on se voit un peu trop comme des sujets individuels. C'est vrai que ce que tu retrouves au Mexique, c'est que les Indiens, ils se considèrent comme des sujets collectifs. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas ce manque en eux-mêmes de savoir qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est comme l'idée du territoire. L'idée du territoire, c'est pas une idée du territoire pratique, c'est le territoire mental qu'on a dans la tête. Les Indiens, là-bas, enfin les abatistes par exemple, ils ont un territoire mental dans leur tête. Ils construisent à partir de ça. Et ici aussi, on peut, si déjà on reconnaît cet espace de territoire mental qu'on peut avoir, et qu'on le reconnaît collectivement, ça commence à pouvoir fonctionner d'une autre manière, sans être simplement des petits trucs qu'on fait par-ci par-là, qui sont chouettes, mais qui n'ont pas de relation entre eux. En fait, c'est créer un espèce de reconstruire, retisser entre nous des choses comme ça. Je pense que c'est là qu'il y a la piste. Et c'est ça qu'ils font là-bas. Il y a des espaces de la société et de lutte dans lesquels il y a quelque chose qui se joue du côté du maintien ou de la reconstruction du collectif. Je pense à tous les terrains sur lesquels ce qui est en jeu, c'est effectivement la marchandisation croissante du monde. La marchandisation de la santé, la marchandisation de la culture, la marchandisation de l'huile, la marchandisation
du génome humain, de tout ce qu'on voudra. Donc il y a quand même eu pendant longtemps des façons plus collectives, en tout cas, de gérer ces choses-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une avancée assez systématique de la marchandisation. Donc ça participe quand même de la reconstruction de quelque chose de collectif et d'une identité collective. Ouais, peut-être un truc peut-être important là-dedans, c'est la question de reconnaissance, c'est aussi se reconnaître dans ces luttes-là. Même si ici on peut se retrouver plus ou moins isolé, etc. Tragique destin qui nous concerne, mais on peut aussi, à travers cette forme de solidarité, essayer de reconstruire des liens, même ne serait-ce qu'entre nous, quoi. Et donc, et de reconnaissance de ces luttes, quand même, à mon sens, c'est quelque chose de fort, parce que d'un côté, on sent cette universalisation de l'activité marchande. Il y a aussi cette dimension, quoi, qui est pratiquement planétaire. Il n'y a plus personne maintenant qui échappe à la confrontation, en quelque sorte. Donc, même si je ne pense pas qu'on doit constituer un front uni contre l'universel, mais l'opposition à l'universel, c'est la diversité, mais il y a quand même la possibilité de forme de réseau, de solidarité, etc. Qui pourrait, à la limite, comme vous dites d'ailleurs, permettre justement, même de notre côté, à travers nos individualités, essayer de les dépasser et de se retrouver dans des relations plus humaines entre nous, quoi, plus proches. Voilà, mais bon, ça c'est aussi, moi c'est un peu mon parti pris, puisque voilà, je suis parti au Mexique, j'envoie des informations, même si ma solidarité est très réduite, je me sens solidaire, je reconnais finalement dans ces luttes toutes à la fois toute leur tragédie, mais aussi finalement l'avenir dont elles sont porteuses quand même, quoi qu'il en soit. Et elles-mêmes, elles en saisissent cet aspect-là. Je viens de lire la déclaration de 2016, le 22e anniversaire de l'armée zapatistes. Ils sont dans des conditions impossibles, de toute façon, tu le sais, Lucille. Ils sont dans des conditions impossibles. Ils sont entourés par les paramilitaires, par les militaires, par tout. L'État a divisé les villages, a divisé les communautés, tout ça. Il leur a proposé de l'assistance aux uns et aux autres. Ils sont dans des conditions difficiles et pourtant, ils disent qu'ils ont leur avenir en main. Donc, il y a quand même, cet aspect-là, quoi qu'il en soit, qui est quand même pas négligeable. Même si, tu me diras, oui, mais moi j'espère autre chose, etc., de la vie, mais je veux... mais ça, c'est pas quelque chose non plus de volontariste, à mon sens, non plus. C'est autour... c'est aussi une manière d'être. Et je pense que il y a, quoi qu'il en soit, même dans le peu que je peux percevoir, même dans les difficultés qui peuvent exister, il y a ici, en Europe et au Mexique, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même aussi une vie sociale, quand même, heureusement. Elle existe, même si elle est de plus en plus cachée, elle existe, de toute façon, cette vie sociale. Elle existe. Et il y a toute une part, quand même, heureusement, de la société, tu me diras, de moins en moins importante, mais quand même, il y a quand même une part de la société qui échappe et qui aspire à échapper à l'emprise du monde marchand. Elle aspire à échapper à ça. Et donc, c'est dans cette aspiration qu'on retrouve dans tous les milieux, on la retrouve dans les bars,
dans la rue, on le trouve dans les jeunes, dans les banlieues, etc., on trouve cette aspiration à autre chose. Et donc je pense que cette aspiration, c'est quand même le ferment d'un début de construction voilà, de relations. Et bon, mais, bon, c'est sûr ce que tu racontes, des conflits, mais c'est sûr qu'on se perd dans une sorte d'individualisme, on pourrait dire. C'est sûr, ce qui nous perd, c'est l'individualisme. Mais l'individualisme, c'est vraiment l'idéologie du monde marchand, quoi. Et si vous passez cet individualisme, il y a plein de gens qui aspirent à le dépasser. Et bon, voilà, bon, moi on le retrouve dans tout ça. Est-ce que cette aspiration, du coup, en l'absence de cosmovision autochtone ancrée dans la tradition et la non-séparation ou je sais pas quoi, peut faire émerger quelque chose? C'est un peu la question de la malédiction ou du sentiment des fois de condamnation que je posais, parce qu'il y a un peu cette difficulté qui émerge de la discussion que tu proposes aussi, c'est-à-dire que d'un côté, tu as les peuples autochtones ou les indigènes, entre guillemets, bien heureux, parce qu'eux n'ont pas encore perdu quelque chose que nous avons complètement perdu. Mais défendent. Qui défendent, enfin en tout cas qui leur sert de base à pouvoir exister comme communauté, comme peuple et comme quelque chose qui défendent farouchement, mais qui du coup permet la force de leur lutte aussi et la richesse de leur vie, de ce qu'on peut en comprendre ou en imaginer, ou pour ceux qui s'en sont approchés ou pas, effectivement des formes peut-être plus humbles mais beaucoup plus humaines de vie sociale et collective, etc. Et de se dire, et alors? Ouais, et nous qui l'avons plus, est-ce qu'on est condamné à... Enfin voilà, est-ce que ça se reconstruit ça? Est-ce qu'on peut inventer une cosmovision qui ne soit pas ancrée dans la tradition? Ou est-ce que vraiment on est né dans le mauvais coin du monde et qu'on va incarner toute notre vie cet individualisme marchand? Tu vois? J'espère que non. Mais de toute façon, mais c'est pas... J'espère que non, mais de toute façon, bon... Comment, mais bon, c'est vrai, on rencontre des gens qui veulent autre chose. Ça, les rencontres aussi. Elles se trouvent souvent sur ce plan-là. On rencontre des gens qui ont une autre vision du monde, une autre vision de l'être, une autre vision. On rencontre, ça se rencontre, ce sont des rencontres. Tu demandes quoi à faire, mais c'est la notion de rencontre que tu mets en avant là, en parlant de ça. Et bon, maintenant, les rencontres... Il y a une histoire, il y a celle des mineurs anglais, par exemple. Oui, bah oui. Exact. On peut s'y référer. Bah ouais, bien sûr. Ouais, mais justement, les mines anglais, une fois que les mines ont été fermées, voilà, si tu vas dans les villages miniers, maintenant, c'est l'horreur, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire qu'une fois que les mines ont fermé, ces communautés se sont désengagées. Ça veut dire qu'elles dépendaient, étaient ultra dépendantes du travail, du capital, du système, etc. Quoi. Elles se sont pas reconstituées d'une autre manière. Non, en plus, il y a des restes de solidarité sociale, etc. Mais tu as aussi des grosses cassures, toujours, entre ceux qui faisaient partie des familles jaunes ou pas, etc. Non, c'est plutôt une catastrophe de ce point de vue-là, ce qui se passe. Non, je pense plutôt à une diaspora, en fait. Ceux qui sont encore vivants, je pense plutôt à une diaspora. Une diaspora. Oui, de cette histoire. Des gens qui en témoignent, des gens qui, chez qui ça résonne encore. Et non, mais bien sûr, ça oui. Et qui amènent quelque chose de concret d'un point de vue de cette histoire. Quoi. Et puis, Moi, il me semble que ça existe encore. C'est un peu pour répondre à... Si, ça existe encore. Comment dire? Mais à la limite, ça existe peut-être même plus comme une nostalgie et comme mais bon, au moins, ça veut dire des références sur lesquelles tu peux t'appuyer, quelque chose à défendre encore, justement. Ça veut dire, même si ça n'existe plus, il reste l'esprit de ça et l'esprit. Mais ouais. Justement, sinon, je voulais dire autre chose, c'est à propos de l'aspiration. Moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent, sur cette planète, il y a beaucoup de gens qui aspirent à autre chose, en tout cas qui sont insatisfaits de ce qui se passe.
pense qu'il y en a 99% réellement, quoi. Mais après, être insatisfait et aspirer, c'est déjà deux choses différentes. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de cette aspiration, par exemple, elle se tourne, enfin en particulier dans cette période, quoi, elle se tourne vers la religion, des choses comme ça. Et je parle pas simplement de l'islam, là, je parle de toutes les religions. Et ça, c'est... Tu penses au passé. Bon, je veux dire, à la limite, je préfère un fanatique religieux qu'un fanatique du capitalisme. Les deux se rejoignent. D'abord, voilà. Désolé, énervé. D'abord, ils peuvent très bien se rejoindre, souvent. Enfin bon, et puis surtout, je suis étranger aux deux, bon. Mais en Afrique de l'Ouest, on parle de Boko Haram, etc. Ça, c'est Mais super flippant. les évangélistes américains sont les plus dangereux au Nigeria et au Bénin. Hein, j'ai pas entendu le début. Je dis, parler de le capitalisme et les évangélistes, enfin les religieux et capitalistes, ça se conjugue en Afrique de l'Ouest. Je peux te le dire de façon très claire. L'évangélisme protestant au Nigeria est beaucoup plus important. Boko Haram, c'est rien à côté. Et au Bénin, ils sont liés à Bolloré, Bouygues, ils servent leurs intérêts. Je suis désolé. C'est pareil en Afrique de l'Est. C'est pareil en Afrique de l'Est. Très clair. Je crois que c'est pareil en Amérique du Sud. Mais c'est eux qui désignent le prochain président. Je peux te le dire, c'est dans 2 semaines. Ils l'ont désigné. Le prochain président de quel pays? J'avais désigné le président du pays. Il écrit les discours de Fabius et de DSK ici. Il va remplacer l'autre qui est évangéliste, qui dirige tout en souverain. Je suis désolé. Ils sont tous, et ils sont liés au FMI. Ils sont tous économistes du FMI. La dernière élection, sur 26 candidats, on a eu 16 qui ont travaillé au FMI à la Banque mondiale. Ils sont tous évangélistes. Ils sont tous pasteurs. Donc dire... Mais bon, après, c'est pas plus sympathique côté islam. Bolloré désigne le prochain président, désigne tout ce qu'il y a là. Bolloré, c'est son pays. Je suis désolé, mais... Non, je ne suis pas désolé, mais c'est-à-dire le capitalisme et le truc évangéliste, ils sont beaucoup plus dangereux. C'est aussi clair que ça. Il faut choisir entre les évangélistes et les apatistes. Quoi, ouais, je préfère les apatistes. Très clairement. Ici même, il y a des luttes stratégiques. Moi, je ne crois qu'on oublie qu'il y a Notre-Dame-des-Landes, là, c'est un truc imminent, là. Par exemple. Oui, c'est sûr. Et puis il y a le TAFTA. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça nous prend au nez, là, c'est dans l'actualité immédiate. Il y a quelques luttes ouvrières de temps en temps. Non, mais par exemple, là, moi, je parlais de ça pour dire... en fait, je pensais surtout à ici et à maintenant et à l'islam. Je veux dire, il y a 20-30 ans, les jeunes là, qu'on voit s'engager dans le polygone, c'était des gens avec qui enfin, je veux dire, justement, c'est pas des gens qui rêvaient de ça, c'est des gens qui tournaient leur aspiration et leur insatisfaction vers autre chose, quoi. Et ce truc-là, il est en train de prendre le pas sur tout, et en plus, ça provoque et ça aggrave des séparations dans cette société qui sont gravissimes, quoi. C'est ça surtout. Moi, je trouve que c'est le truc le plus tragique du moment, quoi, de voir une partie importante, et il me semble de plus en plus importante, de la jeunesse, des banlieues, etc., qui traduit, qui pense que son aspiration, elle va se réaliser là-dedans, quoi. Il y a 30 ans, on pourrait penser que s'il y avait des gens qui avaient pris les armes, ils n'auraient pas été tirés sur le Bataclan ou je sais pas quoi, ils auraient été avec nous sur les... Enfin, je sais pas, là, il y a un truc... Bon, et en plus, je connais plein de cas particuliers de gens qui sont passés à ça, quoi. Voilà, quoi, des gens...
des gens qui participaient aux émeutes dans les années 80, et qui, avec lesquels on pouvait être totalement sur la même longueur d'onde, et puis qui maintenant sont partis dans les maquis en Algérie, ou sont partis sur... voilà quoi. Mais, bon, ça c'est... ça fait partie de notre réalité ici, quoi. Ça serait bien qu'ils lisent ce livre, mais ça me paraît. Je suis pas sûre que ça suffirait. Non, mais c'est pas une histoire de... c'est pas une Bible ou un Coran, justement, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de 2005 par rapport aux émeutes en banlieue Moi, je pense qu'en 2005, c'était une charnière, justement. Il y avait ouais. Mais non, mais en 2005, il y a déjà eu une immense propagande pour comment dire, islamiser cette révolte, c'est-à-dire la caricaturer il y avait des aspects comme ça, mais la propagande, elle s'en est saisie pour la transformer. C'était plus une révolte sociale, c'était une révolte d'immigrés ou une révolte islamique, alors que c'était pas vrai, quoi. Mais c'est en train de le devenir, on pourrait dire. Ouais. Mais parce qu'après, je comprends aussi pourquoi, parce qu'effectivement, tu repars de ceux que tu veux défendre, et puis à un moment donné, tu restes ça, quoi. Moi, je pense que c'est le... T'arrêtes? Non, Continue. Non, moi je pense que cette histoire-là, de ce dont tu parles, là, c'est l'actualité spirituelle du moment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la religion islamique qui est en train de prendre son envol, parce que bon, ça va vous paraître bizarre, mais on est à la fin de la religion catholique, qui est en train de se faire bouffer par la religion islamique, et là, on en est là. Moi, je sais, à chaque fois qu'il y a un changement dans la société, il y a des sursauts de ce qui va disparaître, il y a des sursauts de ce qui va disparaître pour résister, quoi. Donc, Tu veux dire qu'au Bénin, c'est le du signe du christianisme? Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de prophètes et machin, justement, au Bénin, comme il y a l'islam qui vient prendre la place. Je vais me permettre une digression, Dieu t'entende que ce soit la fin du christianisme. De toute façon, tu vois bien qu'il y a de moins en moins de gens qui vont l'église. Soit que c'est... Bon, il y a des petites variations. Justement, c'est un sursaut contre l'islam qui arrive que ceux qui ont été catholiques dans l'âme, ils se réfugient. Je profite de l'interruption de la prise de parole pour dire qu'il est 22h, qu'on peut s'arrêter à On peut s'arrêter. Bah ouais, c'est pas mal quand même. Avant que tout le monde t'installe, tu as les bonjours de François et Guillaume. Comment? Tu as les bonjours de François et Guillaume. Ah, bah il est... Ah, bah, Et qu'on a été en parler. d'accord. Ah, bah, je fais pas le mien aussi. Je veux dire, il fait partie du groupe de travail Ouais. avec lui, là, Avec Edouard Rémy, là.